Depuis que l'être humain est en mesure de raconter des histoires et de les mettre sous écrit, rapidement, il va commencer à parler d'ores et déjà de paranormal. Mais bien avant que le mot paranormal existe, les civilisations anciennes, elles, vont commencer à parler de phénomènes étranges et de choses inexplicables. Des présences, des rêves prophétiques, des voix venues d'ailleurs, et même des lieux marqués par une force invisible. Et c'est là où va commencer la grande enquête du paranormal. Dans les premières grandes civilisations, par exemple, le monde visible et invisible ne sont pas forcément séparés. Dans l'Égypte ancienne, les Égyptiens considèrent le rêve comme un espace réel de communication avec l'au-delà. Des textes retrouvés sur papyrus, notamment le papyrus Chester Beatty III, décrit l'interprétation des rêves comme un message envoyé par des entités ou des morts. Les temples pratiquent même ce que l'on appelle l'incubation du rêve. On dort dans un lieu sacré pour recevoir une vision divine. En Mésopotamie, dans l'ancienne Babylone et la Syrie, les phénomènes inexpliqués sont consignés comme des signes ou des présages. Les tablettes d'argile cunéiformes, notamment celles de la série Enuma-Anu Enlil, recensent des apparitions célestes, des rêves prémonitoires, des manifestations interprétées comme messages divins. Le paranormal est alors un langage cosmique. Dans le monde grec et romain, les récits d'apparitions et de hantises apparaissent clairement dans la littérature. L'un des premiers récits détaillés de maisons hantées est écrit par Pline le Jeune. Il décrit une demeure abandonnée où apparaît régulièrement un vieil homme enchaîné. Le phénomène cesse après la découverte et l'enterrement de ses restes. On retrouve déjà un motif fondamental, le lieu marqué par une mort non résolue. Et c'est autour de ça que, même actuellement, dans le paranormal moderne, va un petit peu graviter toutes les histoires d'hantises. En Europe médiévale, le surnaturel est interprété presque exclusivement à travers la religion. Les phénomènes inexpliqués sont attribués à l'action divine, les démons ou les âmes du purgatoire. Les récits de possession et d'apparition deviennent fréquents dans les chroniques monastiques. Un texte majeur, Dialogue de Grégoire le Grand, qui relate de nombreux témoignages d'esprits revenant demander prière ou réparation. Le paranormal devient moral, et révèle une faute, un désordre, une dette spirituelle. Avec la Renaissance, le monde invisible devient objet d'étude systématique. Les érudits cataloguent les phénomènes surnaturels. Un ouvrage emblématique, Démonologie, de Jacques VI d'Écosse, traité officiel sur la sorcellerie, les esprits et les possessions. Le paranormal devient à cette époque analysé, classifié et jugé, mais toujours réel dans la vision du monde de l'époque. Un tournant majeur se produit au XIXe siècle avec la révolution scientifique, et paradoxalement, une fascination renouvelée pour l'invisible. C'est la naissance du spiritisme moderne. En 1848, aux États-Unis, les sœurs Fox affirment communiquer avec un esprit par coup frappé. L'événement déclenche un mouvement mondial. Des chercheurs tentent d'étudier ces phénomènes méthodiquement. Fondation en 1882 de la Society for Psychical Research à Londres. Parmi ses membres, on peut y retrouver William James, qui est le père de la psychologie américaine, ainsi que Frederick Myers et Edmund Gurney. Ils enquêtent notamment sur la télépathie, les apparitions, les expériences de mort imminente et les maisons hantées. Pour la première fois, le paranormal devient un objet d'étude scientifique formel et sérieux. Le paranormal quitte ensuite progressivement la sphère religieuse et académique pour entrer dans la culture de masse. Cinéma, radio, télévision. Les phénomènes deviennent narratifs, visuels et surtout spectaculaires, mais aussi standardisés. On reconnaît désormais les codes, maison hantée, exorcisme, enquête paranormale. Le mystère devient un genre culturel. Et avec internet, un changement radical se produit. Le paranormal n'est plus raconté, il est diffusé en continu. Vidéos amateurs, captures sonores, témoignages instantanés. Pour la première fois dans l'histoire humaine, le mystère devient contenu permanent. Mais cette visibilité massive produit un effet paradoxal. Plus d'images, plus de preuves revendiquées, plus d'enquêtes filmées, et pourtant, une confiance de plus en plus fragile.
Des papyrus égyptiens aux plateformes vidéo modernes, les formes changent, mais certaines structures persistent. Présence nocturne, lieu marqué, expérience de rupture avec la réalité, tentative aussi, surtout, de donner du sens à ce que l'on voit. Le paranormal semble évoluer. À travers les millénaires, le paranormal n'a jamais cessé d'être étudié, raconté ou redéfini. Religion, philosophie, science, divertissement, chaque époque lui donne une fonction différente. Mais toutes partagent une même réalité. L'existence d'expériences humaines qui résistent à une explication simple. Si l'on observe l'histoire du paranormal à travers les siècles, et que l'on met de côté les croyances propres à chaque culture, certains phénomènes reviennent avec une étonnante régularité. Des phénomènes suffisamment fréquents pour avoir été écrits, étudiés et classés, et parfois même enquêtés par des institutions scientifiques. J'aime les appeler personnellement les grands piliers du paranormal. Les récits de hantises comptent parmi les plus anciens témoignages paranormaux écrits. L'un des premiers récits détaillés se trouve dans les lettres de Pline le Jeune que j'ai évoquées plus tôt. Au 1er siècle, il décrit une maison d'Athènes, abandonnée à cause d'apparitions nocturnes. Un vieil homme enchaîné y serait vu errant la nuit. Après fouille, des restes humains sont découverts, enterrés sans rite funéraire. Une fois inhumés correctement, les manifestations vont cesser. Ce schéma apparaît régulièrement dans la littérature ultérieure. Un lieu précis, des manifestations répétées, un événement passé associé, et une résolution liée à la mémoire du lieu. À partir du 19e siècle, les hantises deviennent objets d'enquête structurés. La Society for Psychical Research, fondée en 82, collecte des centaines de témoignages de lieux où plusieurs témoins rapportent des bruits inexpliqués, des déplacements d'objets, des sensations de présence et des variations de température. Ces rapports sont compilés dans les Proceedings of the Society for Psychical Research, un nom barbare mais qui est encore consulté aujourd'hui comme archive historique d'observation. Dans de nombreux cas étudiés, les témoins décrivent d'abord une atmosphère anormale, avec toute manifestation visible. Le phénomène semble souvent ressenti avant d'être observé. Le terme poltergeist vient de l'allemand et signifie littéralement « esprit bruyant ». Contrairement aux hantises classiques associées à un lieu, les phénomènes poltergeist sont catégorisés par des déplacements d'objets, des coups frappés dans les murs, des objets projetés, des perturbations électriques et une activité localisée autour d'une personne spécifique. En Allemagne, en 1967, une étude menée par le physicien Hans Bender documente des téléphones appelant seuls, des lampes explosant, des tableaux tournant sur les murs et des phénomènes, encore une fois, centrés autour d'une employée spécifique. Des ingénieurs et techniciens interviennent. Les anomalies électriques sont mesurées, mais jamais expliquées de manière concluante. Au Royaume-Uni, en 1977, c'est probablement l'un des cas les plus documentés du XXe siècle. Les observateurs présents sur place sont des chercheurs de la Society for Psychical Research, des journalistes et des techniciens audio. Les phénomènes rapportés sont les suivants. Des meubles déplacés sans contact, des voix anormales enregistrées, des objets projetés et des activités, encore une fois, centrées sur un enfant du foyer. Enfin, plusieurs enfants du foyer même. Le cas reste débattu. Certains éléments ont été démontrés comme étant truqués, et d'autres sont restés simplement inexpliqués. De nombreux cas poltergeist documentés dans la littérature du XXe siècle impliquent des adolescents, une période de stress intense et des phénomènes dits temporaires. Ce lien est étudié en psychologie sans consensus clair. Les apparitions, cette perception d'une présence visible, elles sont décrites dans presque toutes les traditions humaines. Mais ce qui intéresse particulièrement des chercheurs modernes, c'est la cohérence des témoignages. Dans plusieurs études du 19e siècle menées par la même société, cette Society for Psychical Research, des milliers de témoignages sont analysés statistiquement. Résultat notable publié en 1994 dans Phantasm of the Living. Certaines personnes rapportent avoir vu une apparition d'un proche, au moment précis où celui-ci décédait ailleurs. On appelle ces récits des apparitions de crise. Aucune preuve causale n'est établie, mais la fréquence du motif intrigue tout de même les chercheurs de l'époque. Les expériences de sortie du corps, ces récits d'expériences où les individus affirment percevoir son environnement depuis un point extérieur à son propre corps.
On peut retrouver ça dans des traditions mystiques anciennes, des récits chamaniques par exemple, ou bien même des témoignages médicaux modernes. Au XXe siècle, ces phénomènes sont étudiés en neurologie. Certaines expériences sont reproduites en laboratoire par stimulation électrique du gyrus angulaire du cerveau. Bon, pour faire bref, c'est une zone impliquée dans la perception du schéma corporel. Cela montre que le cerveau peut produire ce type de perception, mais cela n'explique pas tous les récits rapportés historiquement. Malgré leurs différences apparentes, les grands piliers du paranormal partagent plusieurs caractéristiques constantes. Répétition historique, cohérence structurelle des récits, implication forte de la perception humaine, difficulté persistante d'explication complète. Ces phénomènes ne sont pas uniformément validés, mais ils disparaissent pas non plus du témoignage humain. Pendant des siècles, les phénomènes inexpliqués ont circulé lentement. Ils étaient racontés dans des lettres, consignés dans des archives religieuses, étudiés par des chercheurs, transmis oralement ou conservés dans des récits locaux. Ils étaient donc rares, localisés, souvent entourés de silence, et cette rareté participait à leur mystère et surtout à leur force. Le XXe siècle introduit une rupture, la télévision. Le paranormal devient filmé, mis en scène, présenté sous forme d'enquête, mais il reste néanmoins ponctuel, encadré et surtout éditorialisé. Puis ensuite arrive Internet, et avec lui un changement radical. Pour la première fois dans l'histoire, le mystère devient diffusé en continu. Caméras domestiques, smartphones, surveillance permanente, partage instantané, ce qui, autrefois relevait du témoignage exceptionnel, devient un flux quotidien d'images inexpliquées. Les plateformes numériques ne fonctionnent pas comme des archives, elles fonctionnent par engagement. Plus un contenu suscite de la surprise, de la peur, du choc, une réaction émotionnelle, plus il est diffusé. Ce mécanisme favorise naturellement les titres alarmistes, les réactions exagérées, les mises en scène dramatiques et les preuves spectaculaires. Et ça pénalise donc l'analyse lente, la nuance, le doute, le silence. Le paranormal, historiquement lié à l'incertitude, entre alors dans un système qui exige l'inverse, la certitude immédiate. Dans de nombreux contenus contemporains, l'enquête paranormale devient une performance. La structure est reconnaissable, réaction intense, montée dramatique, preuve rapide, conclusion définitive. Cette structure est efficace narrativement, mais elle transforme la démarche. On ne cherche plus à comprendre, on cherche à produire un moment. Le paranormal devient également un secteur rentable. Chaînes spécialisées, formats récurrents, production à forte audience, la peur attire, l'inconnu fascine et le mystère retient l'attention. Cela ne signifie pas que tous les contenus sont frauduleux, mais cela crée un environnement où l'intensité est récompensée et la prudence ignorée. Un paradoxe va alors apparaître. Jamais le paranormal n'a été autant filmé. Et pourtant, jamais la confiance n'a été aussi fragile. La surabondance d'images entraîne donc un scepticisme accru, une désensibilisation, la fatigue du public et une perte de crédibilité globale pour le genre. Ce phénomène est observé dans d'autres domaines médiatiques lorsque l'extraordinaire devient permanent. Il cesse d'être perçu donc comme extraordinaire. Face à cette saturation, un mouvement inverse apparaît. Certains spectateurs cherchent des approches documentaires, des analyses lentes, des témoignages sobres et des explorations sans conclusion imposée. Non pas pour forcément y croire, mais surtout pour essayer d'y comprendre quelque chose. Les formes ont changé, les supports ont changé et les récits se sont accélérés. Les images se sont multipliées, mais certaines expériences humaines continuent d'exister. Les présences ressenties, les lieux troublants, les états de conscience altérés, les événements inexpliqués. Et elles continuent d'être vécues, loin des caméras. Le paranormal n'a donc pas disparu, il s'est transformé. D'un phénomène local et rare, il est devenu une représentation globale et permanente. Mais plus il est montré, plus il risque d'être vidé de sa substance. Car le mystère ne se nourrit pas du bruit, il se nourrit de silence, de doute et d'observation patiente. Peut-être que le défi contemporain n'est pas forcément de prouver le paranormal, mais surtout de préserver un espace où il est encore inexpliqué, où il peut encore être observé sans être immédiatement transformé en spectacle. Bon, maintenant je tenais à m'adresser à vous de manière un peu plus brutale, un peu plus directe, sans avoir à lire mon texte. Bon, j'avais besoin de ce texte, je suis désolé si ça fait un petit peu scripté, entre guillemets, mais bon, il y avait des termes un peu barbares et j'avais besoin d'un appui, un appui un petit peu mis sur écrit. Donc,
Maintenant, je voulais m'adresser un petit peu plus à vous sur le paranormal moderne. Donc moi, je suis confronté, j'ai un petit peu, comme on dit, le cul entre deux chaises, hein, je suis un petit peu dans une difficulté où pour moi, maintenant, le paranormal fait un petit peu pitié. Je m'explique. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais pour moi, le paranormal maintenant, dire que l'on y croit, ouais, ça fait pitié. Déjà avant, c'était pas quelque chose de très bien compris, de très bien vu, mais maintenant, ça fait encore plus pitié. On est maintenant plus vu comme des marginaux, on est plus vu comme des personnes loufoques, des personnes vivant dans le passé qui ne font pas confiance à la science et voilà, ça fait juste rire, ça fait juste rigoler. Et je peux le comprendre, malheureusement, je comprends ce phénomène et je pense qu'Internet est un petit peu ce qui a tué le paranormal. Donc ouais, le mot est fort, mais pour moi, je pense vraiment qu'Internet a tué le paranormal. Donc j'entends par là que tout est tourné à la dérision, il n'y a plus forcément de peur, de frisson. Et je sais que beaucoup ne partagent pas ce point de vue-là, que pour eux, Internet a vraiment donné un second souffle au paranormal et que la plupart des vidéos, même s'il y a forcément des trucs truqués, la plupart restent des choses intéressantes à voir. Mais pour moi, même les enquêtes, on va dire, les plus sérieuses, ont un petit fond de ringard, un petit truc ringard qui reste... Ouais, je sais pas. C'est compliqué. Je sais pas si vous partagez ce même avis que moi. Donc voilà, en tout cas, moi il en est que je trouve que le paranormal aujourd'hui est devenu quelque chose de ringard. Mais pourtant, quand on s'intéresse un petit peu à ce qui se passait avant et aux récits qui sont encore restés, je vous en ai cité quelques-uns déjà dans la vidéo, je commence à y retrouver un intérêt. Parce que je me dis, c'est vrai qu'à l'époque, on faisait pas ça pour la YouTube monnaie, hein, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce terme, oh là là, je suis un boomer d'internet. Mais ouais, on faisait pas ça pour le pognon, quoi, à l'époque. Donc il y a des trucs qui sont assez intéressants quand même à voir, et quand on met en lien la science et puis le paranormal, là ça commence à être quelque chose de vraiment très intéressant. Donc pour moi, le paranormal n'est pas forcément paranormal, il est explicable, et c'est juste en fait que le genre est tellement, pour les scientifiques modernes, un peu je m'en fous, un peu je m'en bats les couilles, qu'il n'est pas vraiment en fait étudié et vraiment très recherché avec des moyens qui sont mis dans d'autres domaines. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'a toujours pas d'explication, parce que le genre n'intéresse au final pas beaucoup de personnes, et même dans le domaine scientifique, il n'est pas très intéressant, il va pas changer quelque chose, il va pas apporter grand chose aux yeux, en tout cas des scientifiques, hein, c'est pas à mes yeux. Je pense aussi, hein, c'est un avis personnel, que aux yeux des scientifiques, voilà, c'est pas quelque chose qui va leur sembler très important au vu des enjeux que l'on connaît actuellement. Donc voilà, donc le paranormal est encore inexpliqué pour moi, pour la simple raison qu'on n'y met pas assez les moyens. Et on ne fait pas forcément des recherches scientifiques dessus. Mais pourtant, je vais sortir peut-être une petite série de vidéos short qui va expliquer en fait des phénomènes paranormaux en mettant en lien des trucs scientifiques. Et on va comprendre qu'en fait, avec un phénomène scientifique précis, on peut avoir un phénomène paranormal précis. Et ça va être intéressant, vous allez le voir. Donc voilà, c'est tout. Ouais, ça va être tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour du paranormal. Je ne sais pas si je vais revenir sur une vidéo dessus pour parler de cas plus précis ou de phénomènes en particulier. Mais je pense qu'en tout cas, avec cette vidéo, j'aurai traité le sujet du paranormal et je ne pense pas que j'aurai besoin de revenir dessus. Sauf si vous avez des suggestions, si vous avez des idées ou des envies, bah faites-moi en part dans les commentaires. Surtout, likez la vidéo, abonnez-vous, car je suis de retour et ça va être important de me donner du courage de continuer et de cette fois-ci ne pas lâcher malgré les aléas de la vie que j'ai eu. Donc, bah merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous surtout. Au revoir.